Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le sceau et le cône. Je sais que vous avez déjà entendu parler des Anunnaki. Ils étaient les anciens dieux de la Mésopotamie, plus précisément des Assyriens, des Sumériens et des Babyloniens et tous les royaumes intermédiaires. Du Tigre à l'Euphrate, les Anunnaki étaient les divinités suprêmes des toutes premières civilisations humaines. Et ces civilisations pensaient qu'ils étaient venus sur Terre depuis leur propre planète, très loin dans le cosmos. Ils sont venus dans le royaume des humains pour leur transmettre des connaissances et faire progresser la civilisation. Chose qui mènera bien sûr à énormément d'interprétations et de théories. La plus célèbre étant que les Anunnaki étaient des extraterrestres, ce qui suggère que tout le premier panthéon de dieux vénéré par les humains était en fait constitué d'êtres qui ne venaient pas de notre planète. En tout cas, c'est la théorie. Bien évidemment, il n'existe pas de preuve irréfutable que les Anunnaki venaient de l'espace. Cependant, quelques faisceaux d'informations y font allusion, mais rien de concluant. La liste des rois sumériens, un document très ancien, affirme que les premiers souverains de Sumer étaient des divinités qui vivaient des centaines d'années, détaillant des durées de vie similaires à celles que l'on pourrait trouver dans l'Ancien Testament par exemple. Et un autre aspect très intrigant est la représentation des Anunnaki sous la forme de géants ou d'entités ailées dans toute la Mésopotamie, en particulier sur les reliefs créés par l'Empire assyrien. Ces dieux primordiaux avaient des ailes comme les anges et des têtes d'animaux et notamment des mains chargées d'objets très étranges. Ils tenaient très souvent ce qui pourrait être assimilé à la silhouette d'un sac à main moderne ou d'un seau dans la main gauche et d'une pomme de pin dans la main droite. Et les historiens et les anthropologues ne s'accordent pas du tout sur la fonction de ces objets. Le sceau était probablement une représentation de la connaissance suprême, symbolisant la sagesse profonde donnée à l'humanité par les dieux. Et certains chercheurs pensent qu'il aurait pu faire partie d'un rite de purification, car les documents suggèrent que le sceau était utilisé lors de telles cérémonies. La pomme de pin, quant à elle, aurait très bien pu être trempée dans le seau d'eau bénite, puis secouée sur une personne pour la purifier. Mais ce n'est pas pour rien que l'on parle ici simplement de théorie. La présence de ces symboles sous diverses formes soulève des questions, notamment en ce qui concerne la prévalence de la pomme de pin dans d'autres religions et d'autres cultes, comme dans l'Église catholique romaine par exemple, où elle figure sur le bâton du pape, mais aussi certains assimilent la forme de la mitre, le couvre-chef réservé aux évêques, à la forme de la pomme de pin justement. Mais la présence de la pomme de pin dans le symbolisme catholique n'est pas vraiment très claire. C'était un ancien symbole de fécondité et de régénération, mais il est aussi assimilé à la glande pinéale et qui symboliserait l'éveil, la conscience, voire le troisième œil. Et les Romains déjà en plaçaient sur les fontaines et les mausolées, et le fait qu'elle se trouvait dans le temple d'Isis, une déesse parfois vénérée par les premiers chrétiens comme la Vierge Marie, peut expliquer la raison pour laquelle les catholiques d'aujourd'hui vénéraient toujours ce symbole. Hiéroglyphes crétois. Dans la Grèce antique, les hiéroglyphes étaient utilisés à peu près au même moment que l'Égypte, qui utilisait une écriture similaire. Ces hiéroglyphes étaient des symboles anciens utilisés pour représenter soit un son, soit un mot, soit simplement une syllabe. Et les hiéroglyphes crétois ont été inventés par la civilisation minoenne au début de l'âge du bronze. Les Minoens eux-mêmes ont existé entre 2700 et 1100 avant Jésus-Christ, ce qui fait de leur mystérieux système d'écriture l'un des plus anciens au monde. Et la civilisation minoenne a été à l'origine de la future culture grecque et romaine. Et d'après les textes écrits trouvés sur des objets anciens, les archéologues ont découvert différentes variantes d'écriture. Le minoen est donc soit une langue non classifiée, soit plusieurs langues utilisant la même écriture. Séparé en linéaire A et linéaire B, le linéaire A a été trouvé principalement sur des tablettes d'argile et consiste environ en 80 signes représentant des syllabes distinctes. Et alors que le linéaire A été partiellement déchiffré, le linéaire B reste un mystère complet. Et l'une des raisons pour lesquelles les hiéroglyphes utilisés par les anciens minoens sont si intéressants et qui ne se trouvent que sur l'île de Crète. C'était un peuple insulaire qui a prospéré à des niveaux inconnus de la plupart de ses voisins côtiers, et ces figures hiéroglyphiques ont été retrouvées à quelques endroits précis de l'île, au palais de Malia, à Knossos, et au palais de Petrakossis, qui est le site archéologique le plus important de Crète.
Et la plupart des archéologues s'accordent à dire qu'il s'agit de la plus ancienne ville d'Europe, ce qui est assez impressionnant étant donné qu'elle se trouvait sur une île. Il semble que le fait d'être isolé ait contribué à l'épanouissement des civilisations anciennes. Et l'écriture trouvée à Knossos date d'entre 1800 et 1450 avant Jésus-Christ. Elle a été retrouvée sur des documents écrits en argile, gravés sur des pierres précieuses et gravés dans la pierre. Cependant, les archéologues n'ont pas encore réussi à la déchiffrer complètement. Et pour une raison quelconque, le linéaire A a été remplacé par le linéaire B en 1400 avant notre ère. Ce qui laisserait suggérer que quelque chose de radical a pu se produire pendant cette période. Et à l'heure actuelle, des chercheurs travaillent d'arrache-pied pour reconstituer la langue et dévoiler d'autres secrets de cette civilisation perdue. La mystérieuse chambre B. Dans l'État indien du Kerala, il existe un temple à couper le souffle. C'est un lieu de sainteté et de divinité, mais en dessous se cache un mystère épique. Il s'agit du temple de Padmanabhaswamy, construit comme un sanctuaire dédié à la divinité hindoue Mahavishnu il y a de très nombreux siècles. Il a été amélioré par la suite par les rois de Travancore et est resté debout pendant toutes ces années. Mais en 2011, un groupe a demandé au gouvernement l'autorisation de fouiller le temple à la recherche d'un trésor inconnu. Et suite à une bataille juridique, il a été convenu que les chercheurs parcourraient le temple à la recherche de reliques oubliées et qu'ils consigneraient toutes leurs découvertes. Et pour ce faire, ils ont dû percer une série de voûtes souterraines cachées sous le temple. Ces chambres cachées étaient à la vue de tous depuis près d'un millier d'années, mais n'avaient pas été dérangées. Et vous n'imaginerez pas ce qui a été découvert à l'intérieur lorsque les voûtes secrètes ont finalement été ouvertes. Les trésors retrouvés dépassaient l'entendement. Des sacs regorgés de pièces d'or et des coffres étaient remplis de diamants et de pierres précieuses. Il y avait suffisamment de bijoux et d'objets pour satisfaire même la famille royale la plus riche. Et selon les estimations de l'UNESCO, un trésor estimé entre 14 et 15 milliards d'euros est découvert par les autorités fédérales dans 5 des 8 chambres souterraines. Ces chambres étant notées de A à H, mais tous les coffres n'ont pas été ouverts. 3 d'entre eux ont été laissés à part, en particulier la chambre B, censée renfermer le trésor le plus stupéfiant de tous. Ils affirment que si la chambre forte B est ouverte, elle déclenchera des catastrophes de proportions bibliques. La chambre B est la chambre interdite, et personne n'est autorisé à l'ouvrir. Et on pense qu'à l'intérieur de cette chambre forte, qui reste scellée à ce jour, se trouvent des trésors accumulés pendant plusieurs siècles. La porte de la chambre forte B est gravée de serpents gigantesques, de divinités, de vampires féminins et d'autres entités surnaturelles. Et un autre événement s'est produit lorsque les autres voûtes ont été ouvertes. Les prêtres du temple avaient supplié les chercheurs de ne pas ouvrir les chambres fortes car ils craignaient que quelque chose de maléfique ne s'en échappe. Et un mois seulement après l'ouverture des portes, l'un des hommes impliqués dans le projet est décédé prématurément. Les prêtres du temple ont affirmé qu'il s'agissait d'une malédiction. Ils ont affirmé que si la chambre forte B est ouverte, les conséquences pourraient s'avérer désastreuses. Mariage d'outre-tombe. Dans le monde moderne, la solitude est une véritable épidémie. Si vous avez du mal à trouver l'amour, vous pourriez envisager d'épouser un fantôme. En tout cas, c'est l'étrange tradition ancienne et qui se perpétue toujours aujourd'hui, notamment dans l'état indien du Kerala, celui où se trouve le temple dont on vient juste de parler. Cette coutume traditionnelle, connue sous le nom de Preta Kalyanam ou mariage des morts, repose sur la croyance que si une personne meurt avant le mariage, son esprit sera agité. Et pour aider l'esprit à trouver la paix, ceux qui ne trouvent pas de partenaire se soumettent à un rituel qui les lie à l'esprit célibataire, et d'une pierre deux coups. Les cérémonies de mariage ne sont pas très élaborées, bien sûr, parce que la mariée est décédée, et impliquent généralement une famille représentant un parent décédé à l'aide d'une poupée ou d'une effigie. Cette effigie est ensuite mariée à un être humain bel et bien vivant lors d'une cérémonie discrète. Et bien que peu répandue, cette pratique perdure bel et bien depuis au moins le XVIIe siècle avant notre ère. Dans la Chine ancienne, des mariages avec des esprits ont été célébrés il y a plus de 3000 ans,
car on pensait qu'un esprit, s'il n'était pas marié, deviendrait agité et hanterait les vivants. Le fait d'épouser un fantôme permettrait d'éviter les obsessions et de s'assurer que les personnes non mariées n'entreraient pas seules dans l'au-delà, et persuadées que leur conjoint fantôme les attendrait. Par exemple, en 2021, le magazine canadien Vice a réalisé un reportage sur les épouses de l'au-delà, mettant au jour un monde criminel qui se consacre au pillage de tombes afin de fournir des corps pour des mariages de l'au-delà. Les fast-food romains. Sous certains aspects, la société romaine présentait de nombreuses similitudes avec l'époque moderne. Par exemple, les fast-foods étaient omniprésents, à l'instar de la restauration rapide d'aujourd'hui. Les versions romaines avaient également mauvaise réputation. Ils fournissaient des repas rapides et bon marché aux Romains les plus pauvres, et même si les riches se moquaient de ces lieux, cela ne les empêchait pas de s'y adonner en cachette. C'est bon, un petit Mac Romanus n'a jamais fait de mal à personne. Et ces fast-foods étaient connus sous le nom de Thermopolia. C'était un tout petit peu moins stylé que McDo ou Burger King, mais ça fait l'affaire. Et pendant des années, ils sont restés cachés à la vue de tous. Les archéologues pensaient avoir affaire à des restaurants ordinaires, mais il s'agissait en réalité des premiers lieux de restauration rapide de Rome. Thermopolia, en grec, thermos signifiant chaud et polio signifiait vendre. Et la plupart des fast-foods se ressemblaient. Il y avait une petite pièce avec un grand comptoir à l'avant, et à l'intérieur même de ce comptoir étaient encastrés des sortes d'énormes bols ou de jarres appelées dolia qui servaient à conserver les aliments chauds ou froids. Et ben ça ressemble parfaitement au kebab ou bien à la pizzeria du coin. Une petite zone de travail à l'arrière et le comptoir à l'avant pour passer les commandes. Et d'après les découvertes archéologiques, toutes les thermopolias retrouvées étaient presque identiques. Des salles bondées de monde où les gens venaient manger rapidement avant de reprendre leurs activités. Et avant la destruction de Pompéi, la ville comptait au moins 150 thermopolias. Mais je sais ce que vous voulez savoir. Quel était le menu au juste? Les fast-foods romains servaient des lentilles, du fromage et probablement différentes sortes de viande. Ils proposaient aussi certainement de la soupe de poisson, beaucoup de noix et du vin chaud épicé. Et l'un des plats les plus raffinés du menu était du fromage trempé dans du miel. En vrai, ça n'a pas l'air d'être dégueu. Acrotyrie. Pendant près de 3600 ans, les vestiges d'Acrotyrie sont restés cachés sur l'île grecque de Santorin à la vue de tous. Les ruines appartiennent à une cité-État au pouvoir immense et dont l'influence s'étendait jusqu'à l'Égypte et la Syrie. Des hommes ont commencé à y vivre il y a 6000 ans, mais après sa destruction, elle s'est perdue et a été oubliée. Les archéologues modernes n'ont commencé à fouiller le site qu'en 1967. Et certaines rumeurs vont même jusqu'à avancer qu'Acrotyrie était l'Atlantide, se basant sur le fait que ce soit une ville portuaire incroyablement avancée dans la Méditerranée et correspondant à certaines des descriptions de l'Atlantide par Platon. Cette cité était très sophistiquée, entourée de hauts murs et très riche. Et l'histoire racontée par Platon d'une civilisation avancée, noyée par des dieux en colère, pourrait être Acrotyrie, ou du moins Acrotyrie aurait pu inspirer l'histoire. Et vous comprendrez certainement pourquoi en apprenant la fin tragique de la cité-État. Et on n'appelle pas Acrotyrie la Pompéi grecque sans raison. Au XVIe siècle avant notre ère, des tremblements de terre ont secoué l'île de Santorin. Les tremblements de terre étaient si violents que les gens ont abandonné leurs maisons et se sont enfuis pour sauver leur vie. Puis, en un instant, le volcan est entré en éruption et a tout enseveli sous les cendres chaudes. La seule différence entre Acrotyrie et Pompéi est que les habitants de l'île grecque ont fui avant que le volcan n'explose. Ils savaient exactement ce que signifiaient ces tremblements et sont partis sagement avant d'être transformés en momies volcaniques. Ce n'est que dans les années 60 que les archéologues ont pris conscience de l'étendue de la ville, et aujourd'hui, elle est considérée comme l'un des joyaux les plus impressionnants du monde antique. Et personne ne connaît l'étendue des connaissances et de la sagesse perdue lors de la destruction d'Acrotyrie. Les Perses disparus. Il y a 2500 ans, une armée entière s'est noyée dans la grande mer de sable de l'Égypte occidentale. Et vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, j'en ai d'ailleurs déjà parlé. Mais de nouvelles informations ont refait surface. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, permettez-moi de la résumer brièvement. Le roi Cambyse II, souverain de Perse, envoyait une armée de près de 50 000 soldats
à travers le désert occidental pour attaquer l'oasis de Siwa et le très célèbre et très important temple d'Amon et son très puissant oracle. Mais pourquoi le souverain perse voulait-il faire une chose aussi horrible? Tout simplement parce que les prêtres et l'oracle refusaient de le légitimer en tant que souverain de l'Égypte. Cambyse envoya son armée dans le désert mais n'arriva jamais à l'oasis. Le 7e jour, ils atteignirent El Karga, une oasis bien plus petite, mais ils s'aventurèrent ensuite dans la tempête de sable agitée et ne furent plus jamais revus. Et le mystère a toujours été que depuis 500 avant notre ère, personne n'a jamais trouvé la moindre preuve de l'existence de l'armée. Il était très difficile de croire qu'une véritable armée de 50 000 soldats puisse disparaître sans laisser de traces. Et pourtant, des recherches vraiment sérieuses ont été menées, notamment par le gouvernement égyptien lui-même. Et jusqu'à présent, les archéologues ont découvert des armes en bronze et des trésors en argent dans une petite partie isolée du désert du Sahara. Ces armes anciennes étaient cachées à la vue de tous, sous le sable. Elles étaient là depuis toujours, mais personne ne les avait jamais vues jusqu'à présent. Des ossements ont également été retrouvés, des centaines d'entre eux étant éparpillés dans la région. Et cette découverte très importante n'a pas été faite par des amateurs non plus. Ce sont deux très grands archéologues italiens qui sont à l'origine de la découverte, Angelo et Alfredo Castiglioni. Ce sont d'ailleurs ces mêmes frères qui sont à l'origine de la découverte de la cité d'or égyptienne, appelée Bérénice Panchrisia, en grec Bérénique Pankrissos, et qui a été retrouvée au Soudan. Autant dire que ces deux-là sont deux véritables cadors de l'archéologie, surtout dans la région. Et ils sont à la recherche de l'armée perdue depuis 1996. Maintenant qu'ils ont trouvé des restes humains et de vraies armes, même si on est très loin d'une armée de près de 50 000 hommes, ils pensent que le mystère est enfin résolu. Il ne reste plus qu'à confirmer que les ossements appartiennent bien à l'armée de Cambyse, ce qui s'avère très difficile. D'ailleurs, la découverte a été annoncée en 2009 et aucune mise à jour n'a encore été apportée. La pierre de Singapour. La pierre de Singapour est une ancienne relique découverte, comme vous pouvez le deviner, à Singapour. C'est en 1819 qu'un gros rocher a été découvert, couvert de marques bizarres que personne n'a pu déchiffrer. Puis, en 1843, la pierre a été brisée pour élargir l'embouchure de la rivière Singapour. La pierre de Singapour a été récupérée et entreposée au Musée national de Singapour, où elle se trouve encore aujourd'hui. Mais voilà, personne ne sait qui a taillé la pierre, ni qui l'a gravée, ni ce qui est écrit d'ailleurs. Elle est faite de grès grossier et le rocher d'origine, avant d'être brisé, mesurait près de 2,7 mètres de haut. Au total, il y avait 50 lignes d'inscription qui, selon les archéologues, renferment les secrets de l'histoire ancienne de Singapour. Il se pourrait que ce soit l'ancienne civilisation Majapahit qui soit à l'origine du rocher, mais personne ne peut en être certain. La première étude sérieuse du fragment de roche a été réalisée par le chercheur néerlandais Hans Kern. Il aurait déchiffré quelques mots et serait parvenu à dater les inscriptions de 1230 de notre ère. Mais il ne s'agit là que de spéculation, puisqu'il n'a tout simplement rien pu déchiffrer d'autre. Quant aux Majapahit, ils ont utilisé l'écriture sanskrite entre le XIIe et le XIVe siècle, ce qui laisserait suggérer que ce qui est écrit sur la pierre aurait pu être une forme plus ancienne et plus primitive de la langue. Les Majapahit occupaient une très grande partie de l'Asie du Sud-Est et leur empire était basé sur l'île indonésienne de Java, et ils ont disparu vers 1550. Le code des lingots d'or. En 1996, le conservateur d'un musée américain est tombé sur 7 lingots d'or provenant de Chine et offerts à un général en 1933. Ces mystérieux lingots comportent des images, de l'écriture chinoise, une forme d'écriture cryptographique et des cryptogrammes en lettres latines, ce qui en fait l'un des codes non déchiffrés les plus intéressants et les plus mystérieux. L'International Association for Cryptologic Research a accepté d'examiner les mystérieuses inscriptions pour tenter de les élucider. Les détails concernant les lingots d'or eux-mêmes sont quelque peu incertains. Ils auraient été remis à un certain général Wang à Shanghai, et l'écriture chinoise est la seule chose traduite sur les lingots, mais elle indique seulement que les lingots d'or pèsent 1,8 kg et cela n'aide pas vraiment à déchiffrer le reste de l'énigme.
Il semblerait qu'il s'agisse d'une sorte de certificat de dépôt bancaire en métal, mais ce n'est pas vraiment logique. Encore plus mystérieux, personne n'est vraiment en réalité de déterminer si ces lingots d'or existent réellement. D'une part, personne ne sait quel musée les détient, et d'autre part, les lingots d'or portent une inscription 1948, mais personne ne sait exactement dans quel contexte elle aurait été gravée. Il semblerait qu'ils aient été fabriqués avant 1933, ce qui rend l'énigme encore plus confuse. Et à part les photographies de haute qualité qui ont été données à l'Association internationale de recherche cryptologique pour déchiffrer le code, le conservateur du musée qui leur a fourni les images ne leur a pas donné plus d'informations. Mais si vous voulez déchiffrer le mystère, les images en haute qualité sont disponibles sur le site de l'association. Et découvre ces légendes historiques qui renferment bien plus que ce que l'on pensait. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.